Née à Sainte-Thérèse de Blainville, Louise Arel s'intéresse très tôt à la politique. Militante active au Parti québécois, elle brigue les suffrages dans Maisonneuve et se fait élire pour 7 mandats consécutifs. En 2002, elle devient la première femme à présider l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Madame Arel. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Merci. Vous avez présidé une commission parlementaire, mais tout de suite après, vous êtes nommé ministre des Communautés culturelles de l'immigration. Mais en 1984, vous avez démissionné du Conseil des ministres pour protester contre le beau risque de M. Lévesque. Pourquoi? Écoutez, le seul beau risque qui m'a amené en politique, c'est la souveraineté. Alors, je ne pouvais absolument pas endosser ce qui se révélera d'ailleurs un cul-de-sac là, historique là, par la suite. Alors, finalement, j'avais été nommée ministre des Communautés culturelles et l'immigration, où j'avais d'ailleurs fait mon stage du barreau quelques années auparavant, à peine 5 ans auparavant. Et j'ai beaucoup aimé. C'était très difficile finalement de quitter ce ministère. J'avais fait le tour pendant les 30 jours où j'ai été ministre. J'avais vraiment réussi vraiment, d'un étage à l'autre du ministère, rencontrer tous les employés, discuter avec eux, voir quelles seraient les orientations à prendre. Et c'est vraiment la mort dans l'âme là, que j'ai quitté. Je suis restée députée cependant. Oui. Et heureusement, parce qu'on avait à peine une majorité avec la présidence de l'Assemblée, les dernières années de ce mandat de M. Lévesque ont été très difficiles. On était à 2 voix de majorité seulement. Mais quel était le principe pour quitter un ministère que, de toute évidence, vous aimiez? Bon, c'était simplement une question de principe, justement. C'était une question je ne suis pas venue en politique, si vous voulez, autrement que pour militer. Et c'était toujours la question de la souveraineté. Alors, l'abandonner, comme le faisait finalement l'approche fédéraliste du beau risque, ça ne m'intéressait pas. J'ai choisi de parler. J'ai choisi de dire à toutes les militantes et tous les militants les raisons pour lesquelles je m'oppose à une mise au rencard de notre option. Vous n'étiez pas seul non plus. Bien, en fait, il y avait déjà eu le départ de M. Parizeau, du docteur Lorrain, du docteur Lazure, en fait, d'une très forte majorité de ministres à ce moment-là. Et bon, moi, je suis restée députée. Moi, j'ai toujours eu la conviction qu'à partir du moment où on se fait élire pour exercer un mandat et que la population nous fait confiance, qu'on doit terminer ce mandat, à moins évidemment d'une maladie ou d'événements hors de l'ordinaire. Mais je peux pas comprendre et je ne peux pas accepter que pour toutes sortes de raisons, on puisse quitter en cours de mandat. Suite au décès de M. Lévesque, Pierre-Marc Johnson est devenu chef du PQ, mais vous avez perdu les élections en 1985. Est-ce qu'uniquement à cause de la perte des élections que vous avez demandé, vous avez voulu que Pierre-Marc Johnson quitte la présidence du PQ? C'est-à-dire que Pierre-Marc Johnson avait demandé le départ de Gérald Godin. Il faut voir la séquence des événements. Bon, le décès de M. Lévesque, les funérailles, ça en fait le rassemblement de tous ceux et celles qui avaient été au Conseil des ministres et très actifs au sein du Parti québécois. Et puis, Gérald Godin était celui qui a lancé un grand cri du cœur en disant Pierre-Marc doit quitter. Et finalement, Pierre-Marc a demandé à chacun de nous étions 23 au total lors de cette élection de 85, a demandé à chacun de nous ce qu'il ferait, étant entendu qu'il demandait, lui, Pierre-Marc, à Gérald Godin de quitter le caucus.
Ça a été certainement une des décisions les plus difficiles de ma vie. Ça a été de dire à Pierre-Marc que j'allais quitter en même temps que Gérard Godin. Alors, c'est un peu la séquence des événements qui se sont produits. Donc, et puis finalement, je viendrai à Québec pensant saluer mes collègues pour une dernière fois lors des caucus réguliers du mardi. Et ce matin-là, où je faisais mes boîtes, c'est Pierre-Marc Johnson lui-même qui quittera. C'est un concours de circonstances incroyable. Mais l'histoire est faite de ça aussi. Jacques Parizeau est devenu chef du PQ. Est-ce que vous étiez plus à l'aise avec lui? Bien, écoutez, M. Parizeau, évidemment, moi, je connaissais M. Parizeau depuis 70. Oui. Il était président du comité exécutif lorsque j'étais permanente du Parti québécois en 70. Et ça a été l'époque où on a traversé la crise d'octobre. Et puis, par la suite, je l'avais retrouvé au moment du référendum de 80 où je siégeais sur le même comité là, qui préparait le référendum. Et puis, par la suite, j'ai toujours été en très, très, très bon terme avec M. Parizeau. J'ai beaucoup aimé travailler avec M. Parizeau. Alors, il a été d'abord chef de l'opposition, mais il n'était pas parlementaire à ce moment-là. Il venait à Québec entre 89 et 94, il venait à Québec toutes les semaines. Et puis, on se voyait souvent sur plein de dossiers. C'est un homme rigoureux. J'ai beaucoup appris avec M. Parizeau. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Et il m'a confié aussi beaucoup de responsabilités. Lors de la campagne électorale en 89, vous étiez vu comme leader d'un groupe de 9 candidats de l'Est de Montréal. Et vous avez fait campagne commune au sujet des problèmes socio-économiques de votre région. Quels étaient ces problèmes à ce moment? Ça a été une période extrêmement difficile. Tout presque s'est effondré. C'était la fin du 20e siècle qu'on vivait, là, avec une transformation de l'économie, notamment dans l'Est de Montréal. Je disais donc, les trains, les bateaux, les raffineries, ça s'est terminé. Finalement, Vickers, les bateaux, ça a fermé. Les trains Angus, MLW Bombardier qui fabriquait les locomotives. Il y en avait 2 très grosses compagnies, Canadian Steel Wheel, Canadian Steel Foundries. C'était chacun 1600, 1300 employés. Tout ça s'est évanoui. À peine en 5 ans, on a perdu 8000 emplois. Ça a été vraiment terriblement, d'une certaine façon, une tragédie pour les gens. Dans une ville métropole comme Montréal, vous aviez des grandes entreprises qui ignoraient complètement, parce que les gens qui les dirigeaient n'habitaient pas là, dans Hochelaga-Maisonneuve, qui ignoraient complètement, si vous voulez, tout le milieu socio-communautaire, y compris le milieu des commerçants, des rues commerciales, là. Alors, ces instances qui ont été les précurseurs, parce qu'à l'époque, ça a été l'aïeul, si vous voulez, de toutes les corporations de développement économique et communautaire. Ça a été PARACHEM, Programme Action Revitalisation Hochelaga-Maisonneuve. Et c'était la première fois qu'on mettait en présence des gens qui venaient d'horizons complètement différents, mais qui avaient un objectif commun, c'est-à-dire revitaliser, relancer l'activité dans l'Est de Montréal. Est-ce que tous ces gens-là avaient aucune opportunité de trouver d'autres emplois avant qu'on commence à les aider? Bien, ce qui s'est produit à ce moment-là, ça a été la création d'entreprises d'économie sociale, oui, d'entreprises d'insertion. Ça a été une période très, très effervescente dans l'Est. Et puis, par la suite, ça se communiquera, par exemple, dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça a été, si vous voulez, le berceau de ces entreprises d'économie sociale. Les cuisines collectives, ça a débuté dans Hochelaga-Maisonneuve. Maintenant, on me dit qu'il y en a, presque 1800 à travers le Québec. Les entreprises d'insertion, ça a été les entreprises d'insertion
comme Boulot Vert, ça a été la toute première. Là, maintenant, il y en a des centaines à travers le Québec. Alors, c'était une période effervescente sur le plan de l'entrepreneuriat social et communautaire. Parce que le fondement de tout ça, c'est que auparavant, c'était une culture ouvrière qui était une culture salariale. Et Yvon Deschamps disait, disons, un bon boss, là, c'est une job puis un bon boss avec un bon salaire, parce que c'était comme ça. Mais il fallait transformer cette culture salariale en culture entrepreneuriale. Et comme il n'y avait pas de tradition familiale, bien, cette tradition, elle fut communautaire et sociale. Et effectivement, ça a créé une activité économique très importante. Mais sans, j'imagine, jamais pouvoir remplacer les bons salaires des manufactures. Là. Effectivement, c'est des manufactures, mais surtout des entreprises industrielles Oui. de fabrication. C'est sûr que, vous savez, un port comme la Vickers, qui pouvait jouir d'un port en eau profonde comme celui du port de Montréal. Bon, l'activité a repris, ça a été une période très éprouvante, là. La fin des années 80, 90, c'était une période très difficile avec un taux de chômage qui était pour le Québec, autour de 12, 13, 14 Ça a été... c'est la période de transition d'une économie. On l'avait vécu 100 ans auparavant avec la révolution industrielle. Là, on la vivait 100 ans plus tard avec ce qu'on peut appeler la révolution numérique, là. En fait, j'ai eu souvent, moi, des jeunes hommes dans la trentaine à mon bureau qui pleuraient parce que, en fait, avec les enfants, parce que leur femme était allée travailler, parce que c'était des bons machinistes. Un bon machiniste, là, c'était quelqu'un qui pouvait gagner très bien sa vie et qui, du jour au lendemain, était remplacé par une bande performée qui faisait en 1 heure le travail qu'il pouvait faire en 20 heures. Ça a été une vraie transformation d'économie, cette période-là. Dans les milieux, si vous voulez, ouvriers en particulier, puis les milieux qui, sur le plan industriel, ont vu une sorte d'effondrement. Vous êtes réélu en 94. Moi, je suis réélue 7 fois Oui. au total. Ça, c'est votre Oui. quatrième en Moi, c'est ma 94. quatrième, oui. Et nommé ministre d'État à la concertation et ministre de l'Emploi. Le ministre d'État à la concertation et à l'emploi, effectivement, ce à quoi ça m'a beaucoup aidé, c'est surtout de mettre en place ces entreprises d'insertion avec le collectif et aussi Emploi Québec. Parce que, vous voyez, auparavant, vous aviez les bureaux d'assurance chômage pour ceux qui avaient encore droit au chômage et vous aviez les bureaux, ça s'appelait Travail Québec, mais c'était des bureaux d'aide sociale. Alors, moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était d'obtenir ce que le Québec réclamait depuis 28 ans, qui était le transfert de la formation et de la main-d'œuvre d'Ottawa vers Québec. Alors, ça, je m'y suis employée, c'était ma priorité, là. Et mon vis-à-vis est devenu Pierre Petitgrou. Ça a facilité les choses, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. À l'époque, on s'est échangé nos numéros de téléphone. On s'est dit, ça fait 28 ans, là, si ça bloque dans la machine, en général, quand quelque chose ne se règle pas puis qui dure longtemps, c'est parce que ça a été bloqué en quelque part. Et Emploi Québec, ça a été possible. Vous ne le croirez pas, là, c'est assez invraisemblable. Vous savez sur quoi ça bloquait? À un moment donné, c'était rompu. Ah ben là, j'ai dit, c'est pas possible. Ça bloquait parce que Ottawa voulait imposer le bilinguisme en transférant, si vous voulez, ses fonctionnaires. Bon, au Québec, c'est la loi sur la langue officielle, c'est le français. Donc, c'était la question de savoir si la téléphoniste allait répondre bonjour ou allait répondre, je ne sais pas, ce qu'on répond en français et en anglais. Moi, je me rappelle, là, j'ai pris des 25 sous. À l'époque, on n'avait pas vraiment, on n'avait même pas de cellulaire, là, on est en 96, 97, et j'avais signalé le numéro de Pierre Petitgrou.
Et je lui avais dit, Pierre, il faut qu'on règle ça, là. C'est que nous deux qui pouvons trouver des solutions. Et finalement, ça a été réglé. 95, il y a le référendum. Et Avec les commissions régionales. oui. La campagne fut assez difficile pour tout le monde. C'est une belle campagne en Mais 95. parce que vous croyez pouvoir gagner. C'était Mais presque possible, oui, à 49,5. oui. Alors la défaite par quelques milliers de voix a dû être très difficile pour vous. Je vais vous dire, ce qui a été plus difficile pour moi, ça a été la déclaration de M. Parizeau lors de la clôture de cette campagne sur le vote ethnique. Oui. Puis on a raté par une petite marge, hein, quelques dizaines de milliers de voix. Bon, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se crache dans les mains et on recommence! C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Bon, moi, j'ai toujours été, depuis toujours, favorable à un Québec pluriel, ou disons plus simplement, là, considérés comme Québécois à part entière, les Québécois de toute origine. J'ai toujours été très active aussi dans tous ces milieux, particulièrement montréalais, qui sont les milieux des communautés culturelles. Je le suis encore. J'avais encore un iftar, là, qui est la fin du jeûne du Ramadan, avec le congrès maghrébin. Là. Ils étaient 450 cette année. Ils ont honoré François David. L'an passé, ils m'avaient honoré. Alors, donc, j'ai toujours considéré que cette ouverture disons, aux Québécois d'origine diverse et migrante, là, c'était, si vous voulez, une force au Parti québécois. Écoutez, ma fille a 42 ans. Eh bien, je sortais de l'imprimerie le programme, extrait du programme du PQ en grec, portugais, italien, espagnol et arabe en 75. Oh. Alors, vous comprenez que j'avais donc toujours milité en faveur, si vous voulez, de cette intégration. Et les propos de M. Parizeau, d'une certaine façon, nous renvoyaient longtemps en arrière. Et ça, pendant beaucoup de temps après, peut-être même aujourd'hui, ça Oui. nuit au Parti québécois. Écoutez, longtemps, longtemps après, j'ai souvenir, ma foi, 10, 15 ans après, là, à ce moment-là, on est en 2003 ou 2005, en fait, et je suis en fait partager un repas avec des Asiatiques, et puis la première des choses dont on me parle, des bouddhistes, en fait, avec des bouddhistes. La première chose dont on me parle, c'était de cette déclaration de 95, vous voyez. Alors, ça a été disons, difficile, oui. Devenu Premier ministre, Lucien Bouchard vous nomme ministre d'État de l'Emploi, de la Solidarité et ministre de la Sécurité du Revenu. Vu de l'extérieur, on doit dire que cette responsabilité est toute désignée pour vous et vos principes. Là. Est-ce que j'ai raison? Ah, moi, j'étais vraiment très, très heureuse d'avoir finalement cette responsabilité. Bon, c'était cependant une période assez difficile parce qu'on avait ce taux de chômage qui était très élevé. Les budgets à l'aide sociale étaient considérables. On a frôlé de 4 milliards. Je regardais dernièrement, là, c'est de moitié, moitié moins. Et donc, là, il y a eu une réduction considérable parce qu'on est sorti de cette période de transition de l'économie et on est finalement, on a ouvert la voie vers ce qu'on appelle la nouvelle économie maintenant, là. Mais ça a été, la période de transition a été très, très, très difficile. Alors, en particulier à la sécurité du revenu. Malgré le fait que je suis très, très fière d'avoir introduit une réforme
qui était nécessaire et qui considère dorénavant, puis ça n'a pas changé depuis, considère que l'allocation pour enfants des familles sur l'aide sociale, cette allocation, elle est versée indépendamment maintenant qu'ils soient au travail ou à l'aide sociale. Et la réforme, finalement, ça a vraiment aidé énormément les chefs de famille monoparentales. Énormément. Les chefs de famille monoparentales, il y avait à l'époque, à ce moment-là, presque 3 familles sur 10 qui étaient familles monoparentales, et il en reste à peine 1 sur 10 là, maintenant à l'aide sociale. Parce que c'est le salaire gagné s'ajoute aux allocations pour enfants qui s'additionnent à ce moment-là, avec évidemment, comme on sait maintenant, le coût des médicaments qui est collectivement garanti par une assurance collective. Vous devenez ministre d'État aux Affaires municipales et à la métropole et vous lancez les fusions municipales. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez l'idée ou vous en êtes toujours fier? Oh, je ne regrette rien du tout. Québec, la ville de Québec ne serait pas la ville qu'elle est devenue, n'eût été du fait que maintenant, c'est une grande ville et il y a plus de 13 mairesses, dont 12 qui considèrent que l'ancienne ville de Québec, finalement, prend trop de place. Alors, non, il y a des villes à travers le Québec, ça s'est fait à travers le Québec. Mais Le Montréal, seul échec, c'est Montréal. ouais. Oui, mais le vrai succès, ça a été toutes les capitales régionales à travers le Québec, là, que l'on prenne Trois-Rivières ou Saguenay, Gatineau-Hall ou Rimouski ou encore le Rouyn-Noranda. En fait, à travers toutes les régions du Québec, il y a eu une consolidation qui permet finalement à ces nouvelles villes de donner aux populations les services qu'elles ont besoin pour les fidéliser aussi sur leur territoire. Montréal, c'est pas mon échec à moi. Excusez-moi, là, mais c'est l'échec du gouvernement de M. Charest. C'est le gouvernement de M. Charest qui a décidé de faire un référendum, non pas un référendum pour l'ensemble de la population, un référendum seulement pour les villes qui voulaient se retirer, n'est-ce pas, de ce rassemblement d'une île, une ville. Alors, le fait est que 14 municipalités de l'ouest de l'île de Montréal, dont notamment Westmount, parce qu'il y avait aussi une question de justice fiscale. Et cette question de justice fiscale, elle a été comme récupérée en partie par une sorte d'imposition, d'agglomération, si vous voulez, qui est une sorte de troisième palier, là. Alors, d'autant que les arrondissements que j'avais introduits, il n'y a pas de grande ville, pas aucune grande métropole qui n'a pas des arrondissements, mais la seule métropole où les arrondissements sont devenus des quasi-villes, c'est à Montréal. Et ça, c'est malheureusement, en 2003, dès l'arrivée du gouvernement de M. Charest, disons-le simplement, là, les arrondissements maintenant ont des maires qui sont des maires au sens de la loi des cités et villes, des cabinets. Les arrondissements sont devenus des quasi-villes à travers Montréal. Il y a 19 villes dans la ville. Et ça, ça pèse lourd, si vous voulez, sur le compte de taxes des Montréalais. Mais net, la tentative de fusion à Montréal n'était pas un succès. Là. Parce qu'il y avait, même avant que les libéraux arrivent au pouvoir, il y avait une énorme contestation des villes qui ne voulaient pas faire partie de Montréal. Oui, mais vous savez, la contestation des villes de l'ouest de l'île, là, avec Westmount, elles ont quitté, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs qui sont restés, là, qui étaient des villes auparavant, La Chine, La Salle, Verdun, Saint-Léonard et Anjou et les autres. Alors, les réformes majeures prennent... il faut toujours accepter qu'il nous faut du courage pour faire en sorte que le bien commun puisse, d'une certaine façon, triompher, disons-le bien simplement comme ça, parce que c'est à l'Assemblée nationale, finalement, où se décident
le bien commun de la société québécoise. Il y avait, je pense, 182 ententes intermunicipales. Alors, c'est sûr que ça vaut pour Sherbrooke comme ça vaut pour Montréal. Il y avait de la résistance. La question, c'est de savoir, est-ce que c'était légitime de vouloir reprendre la décision que l'Assemblée nationale avait faite? Je vous laisse la réponse. Merci, Mme Arrête. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.